Pour en parler, nous recevons Richard Labévière, journaliste et consultant international. Bonjour Monsieur Labévière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors on l'a vu, les positions à adopter après cette attaque présumée à Douma dans la Ghouta orientale, les positions sont extrêmement divisées. Que penser de cette accusation proférée par les casques blancs syriens ? Alors, tout d'abord, il faut revenir aux faits, et ce n'est pas la première fois qu'on est en pleine confusion factuelle sur ces attaques chimiques présumées. À ce jour, au moment où nous parlons, nous avons deux sources principales. C'est des images tournées par Wild Helmets, les casques blancs, une ONG qui a été créée de pied en cap, financée, soutenue par les services spéciaux britanniques, qui est entrée en scène pendant la libération d'Alep en décembre 2016, et donc qui est intervenu surtout en appui de Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire d'Al-Qaïda à Alep. Donc, si vous voulez, des images tournées par les casques blancs ne sont en tout cas pas une preuve fiable et indiscutable. Le deuxième élément d'information nous provient de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dont les responsables sont proches des frères musulmans syriens, ce qui relativise aussi l'aspect indubitable sur le plan factuel. Troisième élément, ce qu'il aurait fallu faire dans ces cas-là, et ça se fait, ça vient d'être annoncé, c'est de dépêcher les inspecteurs de l'Organisation de l'interdiction des armements chimiques sur place, immédiatement, puisque les composants chimiques s'évaporent et se transforment rapidement. Pourquoi faisons-nous appel à l'OIAC dans le cadre de l'empoisonnement d'un espion russe en Grande-Bretagne, empoisonné par un composant chimique fabriqué en Grande-Bretagne? Et pourquoi ne fait-on pas appel directement à l'OIAC le plus rapidement possible? La raison est très simple. En 2002, le premier patron de l'OIAC, le grand diplomate brésilien José Bustani, voulait envoyer ses inspecteurs en Irak pour montrer qu'il n'y avait pas d'armement chimique. Il a été égorgé à l'époque. Monsieur Bolton, ambassadeur des Nations Unies, des États-Unis aux Nations Unies, a eu la tête de José Bustani. Et depuis 2002, l'OIAC est marginalisé. Et les États-Unis, systématiquement, ne font pas appel à l'OIAC. Pourtant, c'est un gage de crédibilité. C'est un gage de crédibilité d'inspecteurs indépendants qui rendent compte à l'OIAC. Et c'est pour ça que les Russes ont demandé à ce que des inspecteurs de l'OIAC puissent aller enquêter sur place. Maintenant, l'autre question qui se pose, chaque fois qu'on assiste à une progression de l'armée gouvernementale syrienne, comme ça a été le cas à Alep, on a une attaque chimique comme par hasard, et donc sur le terrain, dans le contexte actuellement, on ne voit pas pourquoi l'armée syrienne aurait pris un tel risque, alors que la Ghouta est pratiquement libérée et fait l'objet d'une reconquête de l'armée syrienne avec l'appui de ses alliés. Donc c'est quand même, ce processus est assez curieux, mais la question centrale, c'est pourquoi l'OIAC depuis 2002, depuis l'intervention de Bolton et des Américains, est ainsi marginalisée, alors que c'est l'Agence des Nations Unies qui est, je dirais, spécialisée sur ce type d'affaires. Et pourquoi cette promptitude toujours à vouloir agir de la part des États-Unis et de la France qui suit à chaque fois, quasiment, justement sur ce manque de preuves fiables, solides en tout cas? Alors, en tout cas, moi, il y a un mois et demi, nous avons pu révéler la teneur d'un télégramme diplomatique britannique qui rendait compte de la réunion du small group, du petit groupe sur la Syrie, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Arabie Saoudite, Jordanie, qui fixait les grandes lignes de la nouvelle stratégie occidentale face à la défaite sur le terrain et face à la reconquête de la totalité du territoire syrien par l'armée gouvernementale syrienne aidée par ses alliés traditionnels que sont la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais. Et donc, dans ce télégramme diplomatique, il était bien mentionné à plusieurs reprises que une campagne massive de communication devait accompagner les développements sur le terrain. Et là, je crois qu'on assiste à l'illustration parfaite de ce télégramme diplomatique révélé il y a un mois et demi. C'était une campagne de dénigrement systématique contre le pouvoir de Bachar al-Assad, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que très clairement, pour la coalition, je dirais, États-Unis, Europe, pays du Golfe, Israël, la libération ou la reprise en main de l'ensemble du territoire de la Syrie historique
est une défaite militaire insupportable, raison pour laquelle l'alliance américaine cherche à jouer la carte kurde, à conserver des points d'appui militaires entre Kobané à Saké, c'est-à-dire le long de la frontière turque et irakienne, pour avoir encore un fer au feu sur le plan militaire, pour participer aux négociations qui vont se poursuivre à Genève sous l'égide de Staffan de Mistura sur une sortie de crise politique qui arrivera tôt ou tard et sur une reconstruction économique du pays. Alors Donald Trump a prévenu d'une action maintenant dans moins de 24 heures. Sous quelle forme selon vous ? Alors bon, très clairement, il y a un précédent puisque... Et cela en dépit de ce qui se passe à l'ONU. Oui, voilà. Donc je veux dire, il est quand même hallucinant que des pays comme les États-Unis et la France, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous annoncent que dans quelques heures, une action unilatérale, vraisemblablement de tirs de Tomahawk ou de missiles provenant de bâtiments croisant dans les eaux méditerranéennes ou ailleurs, puisse ainsi impacter la Syrie sans préavis et sans vote unanime du Conseil de sécurité. Là, on est... je veux dire, la France est élevée par la voix de Dominique de Villepin le 13 février 2003 contre une guerre en Irak qui n'avait pas l'aval des Nations Unies et c'était tout à l'honneur de la France. Aujourd'hui, on envisage de nouvelles actions militaires contre un pays qui s'appelle la Syrie sans l'aval des Nations Unies et de son Conseil de sécurité. On est dans une configuration quand même assez surréaliste, si je puis dire. Et cette fois, la France, ce n'est pas Dominique de Villepin, là c'est Édouard Philippe qui a eu une citation intéressante. Il dit « Notre réaction à l'usage de ces armes dira quelque chose de ce que nous sommes ». Que veut-il dire par là ? Là, c'est le fameux discours sur la ligne rouge, le discours droit de l'homiste ou autre, sur la dualité de ce conflit syrien, le boucher Bachar al-Assad, l'animal Bachar al-Assad, comme dit M. Trump très élégamment, et puis les djihadistes qui sont qualifiés de groupes modérés, sinon laïques et démocratiques. Donc on est dans cette dualité-là, et donc ainsi je pense que le Premier ministre veut signifier que la France participant à une action militaire serait tout à fait dans la cohérence de sa diplomatie, ce qui est très étonnant. Oui, parce qu'elle était prudente jusqu'à présent. Oui, il y avait une prudence, même le président Macron avait redit qu'il fallait éviter de personnaliser le conflit sur la personne de Bachar al-Assad, qu'on était dans un conflit civilo-global faisant intervenir non seulement des acteurs régionaux et internationaux, et que ce conflit était très complexe et demandait une grande prudence, mais en tout cas que la question personnelle de Bachar al-Assad n'était plus d'actualité et qu'il s'agissait de déconstruire la complexité de ce conflit, comme les Russes ont essayé de le faire à Sochi ou à Astana sur les questions militaires, pour déboucher de manière inclusive avec les Turcs, avec les Iraniens et les autres voisins, Jordanie et autres, pour arriver à une sortie de crise, pour, si vous voulez, envisager la reconstruction économique et politique de la Syrie. Merci Monsieur Labévière d'avoir répondu à nos questions sur RT France.